Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition. Une récolte agricole supérieure à la moyenne, c'est le résultat d'une pluviométrie exceptionnelle au Maroc. Selon les derniers chiffres, la production céréale a atteint les 80 millions de quintaux. Le gouvernement a décidé de lever le prix du blé tendre. Comment expliquer cette mesure? Nous avons posé la question à Aziz Abdelal. Il est le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses. On l'écoute. À travers cette augmentation, le gouvernement souhaite envoyer un message très clair aux agriculteurs qui ont quand même fait l'effort d'investir cette année beaucoup plus qu'avant dans les inputs pour pouvoir augmenter leur productivité. Et en quelque sorte, le fait d'annoncer un prix élevé, on voudrait les soutenir et les encourager à faire de même pour l'année prochaine. La deuxième mesure, c'est la reconduction de la prime de stockage de 2 dirhams par quintal par quinzaine et jusqu'au mois d'avril, sachant que les quantités maximales sur lesquelles sera calculée la prime seront arrêtées au 30 septembre. Et donc, il y a d'autres mesures qui ont été prises, notamment l'augmentation de droits de douane pour le blé tendre et blé dur, et tout ça pour donner assez d'assurance aux gens qui s'occupent de la collecte, aux acheteurs, qu'ils ne seront pas perturbés par le blé import. Et comme ça, on souhaiterait avoir plus d'agressivité sur le marché pour pouvoir soutenir le prix payé aux producteurs. Dans le reste de l'actualité de notre région, ce regain de violence en Algérie, un attentat à la bombe a secoué la ville de Si Moustapha, c'est dans la wilaya de Boumerdes. 2 militaires en péri, on compte 18 autres blessés. L'engin explosif était placé sur la route du convoi des soldats. L'information a été dévoilée par le quotidien algérien El Watan. Aucune confirmation officielle pour le moment. L'attaque intervient en tout cas une semaine après le double attentat dans la même wilaya et qui avait fait 3 morts. Le processus de paix au Proche-Orient, les pourparlers indirects se préparent après Ramallah. George Mitchell est à Jérusalem. L'émissaire américain a rencontré aujourd'hui Benjamin Netanyahou. Selon les médias israéliens, le Premier ministre a l'intention de présenter une liste de gestes de bonne volonté. Parmi ces gestes figurent notamment des libérations de détenus palestiniens ou encore la levée de quelques barrages routiers en Cisjordanie. À en croire l'entourage du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou serait favorable à un passage rapide à des discussions directe avec les Palestiniens. On en sait un peu plus sur l'avion qui s'est écrasé lundi en Afghanistan. La queue de l'appareil a été retrouvée. Elle a été découverte dans les montagnes près de Kaboul. Les secouristes sont en route, précisent les autorités afghanes. On ignore si des survivants ou des corps se trouvaient sur place. 43 personnes étaient à bord de l'avion. Parmi elles, 3 Britanniques, un Américain et 2 autres étrangers dont les nationalités ne sont pas encore connues. Les mauvaises conditions météo pourraient être à l'origine du crash. Direction la Thaïlande au lendemain de l'évacuation forcée du camp retranché des Chemises Rouges. Je vous le disais en titre, les soldats ont repris le contrôle du centre de Bangkok. Mais ce matin, la tension restait palpable. Le gouvernement a décidé de prolonger le couvre-feu pour 3 jours. Willy Pierre. Après 10 semaines d'affrontements, la crise continue en Thaïlande. Et pour la première fois depuis 1992, un couvre-feu nocturne a été imposé hier à Bangkok et dans 23 provinces. Aujourd'hui, le gouvernement a annoncé la prolongation de ce couvre-feu pour 3 jours, jusqu'à samedi. Cela alors que la situation dans la capitale thaïlandaise a totalement dérapé. Les manifestants hors de contrôle ont mis feu à la bourse, à des banques et à de nombreux commerces. Je ne sais pas quoi penser. C'est déprimant de voir ça. Je n'ai plus d'espoir. Je ne sais plus quoi faire. Je n'ai rien enlevé de mon magasin car je ne pensais pas qu'une telle chose arriverait. Hier, si les pompiers avaient pu contrôler le feu, ça n'aurait pas été aussi grave. Mais ils ne pouvaient pas à cause des échanges de tirs. Au lendemain de l'opération de l'armée contre les Chemises Rouges, le bilan s'aggrave pour les manifestants. 7 morts et 88 blessés. Une opération qui a aussi poussé à la reddition de plusieurs chefs du mouvement antigouvernemental. 3 autres responsables des Chemises Rouges se sont rendus aux autorités ce matin, l'un d'entre eux appelant à la paix. Mais le gouvernement, lui, ne compte pas s'arrêter là. Nous ne pouvons pas tolérer cela, même si nous comprenons leur frustration.
Les violences qui ont eu lieu la nuit dernière sont très graves. C'est du crime organisé, c'est du terrorisme. Nous travaillons très dur maintenant pour contenir de tels actes de violence. 75 personnes ont été tuées depuis le début des manifestations rouges à la mi-mars. Et au total, elles auront déjà fait environ 1800 blessés. Tension sociale cette fois, c'est en Grèce une nouvelle journée de grève dans le pays très suivie. Écoles et administrations sont fermées, tout le secteur public est à l'arrêt. Plusieurs milliers de Grecs sont descendus dans les rues d'Athènes. Ils protestent contre le plan d'austérité instauré par le gouvernement. Un plan qui prévoit une hausse des impôts, une réduction des salaires ou encore un recul de l'âge de départ à la retraite. La Grèce a dû adopter ces mesures douloureuses en échange d'une aide financière des 27 et du FMI. Ils étaient coincés à plus de 500 mètres au fond d'une mine depuis 4 jours. Les corps de 28 mineurs turcs ont été retrouvés ce matin. Ils sont morts par asphyxie après une explosion de méthane. 2 autres mineurs sont toujours bloqués. Les secouristes ne travaillent qu'à l'aide de marteaux et de pics pour ne pas provoquer un feu. Et la polémique autour de la sécurité est relancée. C'est le 3e accident en 6 mois. Le gouvernement turc avait pourtant promis de renforcer le contrôle sur les mines du pays. L'actualité de ce midi, c'est également cette affaire qui ravive les tensions entre les deux Corées. Souvenez-vous, il y a 2 mois, un navire de guerre sud-coréen avait coulé. 46 marins étaient à bord. Un rapport d'enquête vient d'être publié. Le document accuse directement Pyongyang. Un sous-marin nord-coréen aurait tiré une torpille contre le navire. Pyongyang dément et menace de recourir à la guerre. Mathilde Bélanger. Voici l'objet à l'origine de la nouvelle crise diplomatique entre les deux Corées, la torpille responsable du naufrage du navire Cheonan. Les enquêteurs sont formels, cette torpille-là est de fabrication nord-coréenne. La preuve correspond en taille et en forme avec les particularités du dessin qu'on retrouve dans les présentations fournies aux pays étrangers par la Corée du Nord pour l'exportation. Cela prouve de manière accablante le fait que la torpille a été tirée par un sous-marin nord-coréen. Il n'y a pas d'autre explication. L'affaire a débuté le 26 mars dernier lorsqu'un navire de guerre sud-coréen, une corvette, s'abîme en mer, entraînant dans sa chute 46 marins. Les soupçons tournent rapidement autour de la Corée du Nord car le naufrage s'est produit tout près de la frontière maritime. Mais il fallait encore le prouver. Cette fois, il n'y a plus de doute possible, estime la commission d'enquête internationale. Mais Pyongyang dément ce qu'elle qualifie d'invention et elle menace d'aller beaucoup plus loin si Séoul maintient ses accusations. Si l'ennemi essaie de négocier une vengeance ou une punition, ou s'ils essaient de nous sanctionner ou de nous attaquer, nous répondrons avec une guerre généralisée. Il est peu probable que la Corée du Sud tente une riposte militaire. Par contre, elle devrait saisir le Conseil de sécurité de l'ONU pour demander de nouvelles sanctions contre le Nord. Mais il faudra pour cela convaincre la Chine, qui dispose d'un droit de veto. L'ONU, de son côté, se dit profondément inquiète. Du sport avant de se quitter, Floyd Landis a fini par tout avouer. L'ancien vainqueur du Tour de France, déchu de sa victoire en 2006, reconnaît s'être dopé. Il affirme aujourd'hui avoir dépensé jusqu'à 90 000 $ par an pour des produits dopants. Et ce n'est pas tout. Floyd Landis charge aussi Lance Armstrong. Il accuse son ancien coéquipier de l'avoir initié à la tricherie. Voilà, c'est la fin de cette édition.